Bonjour et bienvenue à ce grand débat qui va ouvrir la journée en reprenant donc les termes sur lesquels nous nous arrêtons plus particulièrement cette année, c'est-à-dire temps, corps et émotion. J'ai donc le plaisir d'animer ce débat qui va opposer ou rassembler, je ne sais pas encore, Catherine Courouble, patiente, partenaire de la maladie à cœur de Lévy, ancien cadre dirigeant d'organismes sociaux, et Pierre Lecoz, professeur des universités en philosophie, directeur de l'espace de réflexion éthique PACA Corse. Alors je suis moi-même donc Vincent Israël Jost, postdoctorant en éthique et philosophie des sciences à l'espace de réflexion éthique d'Île-de-France et au CESP, INSERM et Paris-Saclay. Alors pour aborder cette thématique, temps, corps, émotion, j'aimerais vous interroger sur un temps particulier de l'existence humaine, celui de la vieillesse. Au fond, selon vous, et on va commencer par vous, Pierre Lecoz, comment envisager la vieillesse? Qu'est-ce que c'est, la vieillesse? Bonjour, merci pour cette question un petit peu vertigineuse. La vieillesse, c'est un phénomène déjà objectif, biologique, c'est la sénescence, c'est l'altération des fonctions de la peau. J'ai en mémoire ce que disait Jean Cocteau: « Chaque jour, j'aperçois la mort à l'œuvre dans le miroir ». Et j'aime beaucoup aussi une autre citation d'Emmanuel Lévinas qui disait on voit sur le visage d'autrui qu'il va mourir, quelles que soient les contenances qu'il se donne, parce qu'on est, comme vous l'avez rappelé, on est directeur, on est responsable, on a plein de titres qui font un petit peu office d'airbag, mais on voit sur notre visage qu'on va mourir. Les rides annoncent une fin prochaine. Tout part en fumée à l'arrivée. Et c'est ce qui amenait Paul Valéry à dire « le plus profond, c'est la peau ». Et je crois que déjà cet élément d'ancrage dans la biologie, le physique est important, mais il y a différentes représentations aussi de la vieillesse qui sont parfois péjoratifs, c'est vrai, puisque le mot vieux est remplacé dans notre société par senior, troisième âge, on le sait. Je crois que Catherine vient de Nice, et on entend parfois dire que Nice et Cannes sont des belles villes, mais ce sont des villes de vieux. Je ne parle même pas du mot vieillard, qui est affreux, qui suscite le sentiment qu'on est trop vieux, too old, disent les Anglais. Et puis aussi, dans notre société, parfois, des chroniqueurs, des éditorialistes dans des hebdomadaires qui font des titres un peu affolants. Récemment, j'ai vu un titre dans un magazine, « Le péril gris ». Alors, ce n'est pas seulement le continent gris dont parlait un anthropologue, le 8e continent qui apparaît, le continent gris, là c'est le péril gris. C'est-à-dire que c'est une menace, c'est un peu comme une invasion, mais de l'intérieur. Alors, est-ce que pour autant la vieillesse est aujourd'hui un poids, une charge? On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je crois qu'il faut être un peu plus nuancé. La vieillesse suscite aussi le respect, la compassion, parce qu'être vieux, c'est avoir le courage de vieillir. Merci. C'est vrai que quand on parle de vieillesse, on pense à une vieillesse aussi pour le meilleur. La maladie neurodégénérative, au contraire, implique de rentrer dans les enjeux de la vieillesse avec anticipation et sans aucune préparation. C'est-à-dire que la vieillesse, elle, va connaître des étapes qui vont être le départ à la retraite, le départ des enfants, le décès de ses propres parents, le décès de proches, des étapes qui vont être préparatrices à sa propre fin de vie. La maladie neurodégénérative, au contraire, propulse dans une temporalité qui fait qu'il y a une rupture violente. Une rupture dès l'annonce de la maladie où le temps va manquer, le corps va changer et les émotions vont varier, pour reprendre la triple thématique du colloque. Et cette nouvelle temporalité, sans préparation,
elle sera d'autant plus violente que la dégradation de la personne va être rapide. Cette rupture va encore être accrue dans la mesure où des personnes relativement jeunes vont se retrouver dans ces maladies neurodégénératives avec une détection de plus en plus précoce, donc avec des malades neurodégénératifs à un stade modéré, débutant. Donc une rupture encore plus forte, à la fois pour le malade lui-même, mais aussi pour toute sa structure familiale, donc une fragilisation globale d'une structure, puisque la rupture va concerner l'environnement social. Le malade va être coupé de son groupe d'âge. Il n'aura plus les mêmes activités, les mêmes possibilités que son groupe d'âge. Coupé aussi de son travail, avec une cessation de une limitation de ses capacités intellectuelles, donc une rupture professionnelle, une rupture matérielle liée à la fin du travail, et puis une rupture familiale, parce que tout à coup, on a, surtout pour les malades neurodégénératifs qui vont être détectés plus tôt et qui vont être propulsés dans cette dimension qui pourrait être celle de la vieillesse plus tôt, eh bien, ils sont encore eux-mêmes accompagnants de leurs propres parents qui ont besoin d'aide. Ils ont encore un conjoint lequel va vivre aussi ce séisme psychique qui est celui de passer du statut d'aimant au celui d'aidant, donc une vraie rupture intime, une rupture affective, et puis aussi une rupture toujours familiale vis-à-vis des jeunes, puisqu'on retrouve des malades qui sont en situation encore d'avoir des jeunes à la maison, jeunes qui vont être coupés de leur jeunesse, de leur construction, avec des impacts sur leur propre construction de futurs adultes, que ce soit sur un impact sur leur scolarité, parce que ce sont des jeunes qui auront moins de temps éventuellement pour leur scolarité, vis-à-vis de leur groupe d'âge aussi, puisqu'ils ne pourront pas se construire avec leur père, donc des véritables enjeux pour ces jeunes par rapport à leur construction de futurs adultes. Et ça, il semblerait que ça concerne, alors pas pour les seules maladies neurodégénératives, bien évidemment, mais pour tous les jeunes qui se retrouvent en situation d'aidant, alors parce que leur parent est victime d'alcoolisme, de cancer, de dépression lourde, enfin toute pathologie confondue. Un jeune sur 6, c'est colossal et c'est vraiment une problématique. On parlait du péril gris, mais de l'autre côté du prisme de la vie aussi, une vraie problématique qui va émerger. Toujours est-il que la maladie neurodégénérative constitue une rupture brutale, une rupture sans préparation, une rupture qui fragilise toute une cellule, et tous prennent une peine à perpétuité, une peine qui bien sûr va impliquer de la souffrance, une souffrance qui va être liée éventuellement à la durée de la maladie. Donc si on peut dire que vieillir se fait parfois pour le meilleur, subir une maladie neurodégénérative ne peut se faire que pour le pire. Merci beaucoup d'avoir plongé avec moi dans cette première question, vous l'avez dit, abyssale. Alors, je retiens le mot de déchéance, disons, hein, que je ne sais plus si vous l'avez prononcé, mais c'était l'idée, une des idées autour de la vieillesse, celui de rupture autour de la maladie. Est-ce qu'on pourrait dire, dans un cas comme dans l'autre, donc la vieillesse qui se vit bien, disons, et puis celle liée à la maladie, est-ce qu'on pourrait dire que la maladie, comme la vieillesse, impose de mettre la mort au cœur de nos vies? Oui. Oui. Concomitamment à l'annonce d'une maladie neurodégénérative, les questions de la vie, de sa propre vie, de ce qu'on souhaite faire, de ce qui reste de vie, tant qu'on en a la possibilité, de sa propre mort se posent. Donc la maladie neurodégénérative implique de mettre la mort au cœur de nos vies en étant propulsé dans une nouvelle temporalité avec des choix qui vont être des choix personnels, donc au cas par cas, des choix intimes, éventuellement familiaux, mais en tout cas toujours une démarche très personnelle. Et des choix, des questionnements concrets. Tout simplement le logement. Le logement.
est-ce qu'il est adapté à un malade qui va chuter? Est-ce qu'il est adapté à un malade qui ne va plus se repérer dans son propre logement? À un malade qui aura du mal à se déplacer dans son logement? Question très concrète. Est-ce que le logement est assez proche des professionnels de santé qui suivent le malade? Est-ce qu'il y a des transports en commun aisément accessibles, aisément utilisables aussi par le malade pour se rendre chez ses professionnels et garder un minimum de vie sociale. Cette vie sociale qui sera indispensable pour stimuler le malade et pour l'aider à continuer à tenir. Est-ce que le malade va pouvoir continuer à conduire? Est-ce qu'il y a assez de commerce près du logement? Donc une question fondamentale. La question donc va se poser entre la sécurité du malade par rapport à son logement et la liberté du malade à rester dans ce logement. La question va se poser, est-ce qu'il quitte un logement qu'il va... Et je parle bien évidemment uniquement du cas où on n'est pas encore au stade de la maladie, où le malade pourrait être placé dans une structure. Je parle encore d'un stade où le malade, parce que la maladie le lui permet ou parce qu'il a une organisation, peut rester dans le logement. Mais encore faut-il l'adapter ou carrément quitter le logement. Cela a un coût. N'oublions pas que difficiles seront les banques qui accompagneront un crédit immobilier pour un malade neurodégénératif. Donc là encore, sécurité, liberté, contrainte. L'organisation, toujours dans les choix, qui est l'organisation très quotidienne, des personnes qui vont aider le malade. Les personnes ne seront pas les mêmes, que ce soit pour une aide ménagère que pour une aide à la promenade, à une stimulation cognitive, enfin une parole, ou tout simplement aux questions d'hygiène et de propreté. Donc des volumes horaires différents, des personnels différents, une organisation différente, avec toujours un renvoi à la question financière. Et puis aussi, dans l'organisation, est-ce que la structure encadrante, la famille, pourra suivre, alors matériellement d'accord, mais sur un plan d'organisation, sur un plan physique aussi. N'oublions pas qu'un sixième des aidants décéderaient avant leur propre malade. Donc, est-ce que l'accompagnant, l'aidant, a la résistance physique de cela, et puis la résistance psychique? Parce que c'est un séisme, j'évoquais tout à l'heure le séisme pour toute une structure familiale, c'est un séisme. Et encore des questions très matérielles. Avec l'allongement de la durée du travail, si le conjoint qui va être au premier rang des accompagnants et des aidants est encore en situation professionnelle, quid? Et puis, des questions très concrètes et très personnelles vont se poser. J'évoquais les questions financières. Est-ce que le malade est toujours à même de gérer son budget? Est-ce qu'il faut prévenir le conseiller financier pour lui éviter des dépenses inconsidérées? Il faut aussi que le malade, tant qu'il le peut, ait donc une réflexion très en amont. Et toutes ces réflexions, ce sont des réflexions en amont. Tant que le malade est à même de les mener, ces réflexions, ce sont des réflexions douloureuse, difficile à exprimer, difficile à concevoir et difficile à entendre. Mais tout cela en amont toujours, et c'est le prérequis de ce propos-là, c'est aussi de réfléchir à sa propre succession avec un notaire. Et plus globalement, de réfléchir donc à la fin de vie, qui sont un placement ou non, qui sont les directives anticipées, bien évidemment, une réflexion sur la fin de vie, et j'y reviendrai un petit peu après, sujet extrêmement sensible, et réfléchir aussi à ses propres obsèques. Donc, bien sûr, c'est des sujets extrêmement lacrymogènes, extrêmement douloureux, extrêmement brutaux, mais qui, en amont, trouvent leur place. Et quand vous vous interrogez à savoir est-ce que la maladie met la mort au cœur de la vie des malades neurodégénératifs, oui, c'est clair. Donc des émotions très difficiles, des choix intimes, forts, intimes, au cas le cas, sans généralisation possible, selon les maladies, selon la progression, selon l'identité des malades, mais des questions à se poser en amont. Alors, pour évoquer la fin de vie, puisque après la Convention citoyenne et les débats que Espace Éthique justement a portés, donc le sujet va finir par aboutir d'une façon ou d'une autre, il est clair que c'est un sujet personnel, intime, sans généralisation possible, selon le rythme de dégradation propre à chaque malade, selon
chaque maladie aussi, selon les convictions de chacun. Encore est-il qu'il paraît essentiel d'entendre le malade, que le malade ait le choix de s'exprimer et de se savoir entendu. Et là encore, le choix exprimé à un moment donné ne veut pas dire d'évoluer et de revenir. Encore faudrait-il plutôt, puisque tout cela est fort conditionnel, qu'il y ait une évolution législative qui permette d'entendre la volonté de certains malades. Là encore, je précise bien que tout cela est de l'ordre de l'intime et du personnel, du choix de certains malades de recevoir un suicide médicalement assisté à partir d'une grille qui serait une grille co-construite avec un professionnel de santé à partir des symptômes qui sont ceux de la pathologie et un curseur propre à chacun, donc on est toujours dans le domaine de l'intime, propre à chacun selon ce qu'accepte, ce que pense accepter le malade. Bien évidemment, ce curseur, au fur et à mesure de la maladie, le malade va peut-être lui-même le décaler, tant qu'il peut le faire. Et ce qu'il pense ne pas supporter, ne pas admettre à un temps T, en T', peut-être poussera-t-il le curseur. Peut-être même, finalement, s'il en a encore la capacité, souhaitera-t-il aller vers des soins palliatifs. Encore faut-il entendre ce choix. Encore faut-il accepter que le malade puisse s'exprimer là-dessus. Pour éviter une certaine hypocrisie quand même actuelle, où on a des malades qui vont partir, s'ils en ont les moyens, en Suisse, 10 000 euros pour recevoir ce suicide médicalement assisté. En Belgique, il faut attendre 6 mois de douleur supplémentaire pour le malade physique et psychique et pour son environnement, ou bien avoir recours en ligne, c'est extrêmement aisé, à des produits dont la qualité, si on peut dire, pharmaceutique est inconnue, avec un risque. Et toujours de la douleur et toujours, bien évidemment, quelque chose d'illégal. Alors, là encore, on a... et c'est un droit qui pourrait être sanctuarisé éventuellement dans la Constitution. On a la possibilité par l'avortement de choisir pour la vie d'autrui, l'autrui n'étant pas encore à même de décider, en l'occurrence un fœtus, mais pour autant, on n'a pas légalement le droit de choisir pour sa propre vie, de dire en tant que malade d'une maladie neurodégénérative que l'on souhaite recevoir un suicide médicalement assisté. Et je précise bien, en respectant les choix de chacun et la possibilité de choisir, parce que malheureusement, certains malades sont tellement avancés et sont diagnostiqués beaucoup trop tard et la question ne se pose même plus pour eux. Mais pour certains, la question est encore possible. Donc il est clair qu'il est essentiel de pouvoir, très en amont, de se poser toutes ces questions, des questions concrètes, très matérielles, des questions logistiques parfois, mais aussi des questions fondamentales sur la fin de vie. En amont, tant que le malade le peut, lancer ces sujets douloureux, difficiles, brutaux, mais en amont, pouvoir les lancer et donc s'ouvrir le champ du débat, l'ouvrir dans les groupes, dans les familles, pour réfléchir ensemble et prendre en compte la parole du malade. Oui, alors en vous entendant, je pensais que peut-être la maladie introduit cette séquence temporelle de façon prématurée, cette séquence temporelle qu'on appelle la vieillesse, puisque qu'est-ce que c'est que la vieillesse? C'est le fait de vivre sous l'horizon d'une mort qui n'est plus seulement possible, mais qui devient plausible. Et c'est le privilège de la jeunesse que de n'avoir pas à penser à la mort quotidiennement. Quand on commence à penser quotidiennement à la mort, c'est vraiment qu'on est entré dans la phase de la vieillesse. On vit avec une épée de Damoclès, on se réveille en se disant peut-être qu'aujourd'hui ce sera la dernière journée, un AVC si vite arrivé, peut-être une chute. On voit d'ailleurs des jeunes marcher à toute vitesse, les escaliers 4 à 4, tout en pensant à autre chose. Et on voit la personne âgée qui, elle, regarde très attentivement, marche après marche. C'est le privilège de l'insouciance, de la vieillesse, de n'avoir de connaissance de la mort que de façon très abstraite. Et les probabilités sont du côté de la jeunesse. Il y a peu de chances que vous mouriez quand vous êtes jeune, statistiquement évidemment.
Alors, la maladie a cette cruauté que de précipiter cette séquence temporelle qui est propre à tout être humain, que de vivre sous l'horizon de la mort. Dans ce rétrécissement des possibles dont parlait aussi Canguilhem, Georges Canguilhem, qui disait que la maladie, c'est d'abord une expérience subjective de réduction de mes possibilités par rapport à celles que j'avais antérieurement. C'est d'abord une affaire personnelle, la maladie. C'est-à-dire, avant, je pouvais faire ceci, aujourd'hui, je ne peux plus le faire, je me compare par rapport à moi-même. Et il disait autre chose aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est que la santé, c'est le privilège des écarts. C'est la possibilité de tomber malade et de s'en relever. Ça déjoue un petit peu l'opposition schématique entre d'un côté ceux qui sont en bonne santé, de l'autre les malades. En réalité, nous sommes tous amenés à tomber malades dans une vie, mais la différence entre ceux qui seront en bonne santé et ceux qui seront malades, c'est ceux qui peuvent rebondir, comme on dit, réintégrer leurs repères ambiants. Je repensais aussi, en vous écoutant, à une petite question qu'on posait à un enfant. Un journaliste lui disait « Mais quelle est la différence, selon toi, entre un parent et un grand-parent ?» Et l'enfant a eu cette réponse pleine de malice et assez fine. Il dit « La différence entre un parent et un grand-parent, c'est que le grand-parent, dès le petit déjeuner, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger à midi. » Et ça résume assez bien aussi ce rapport au temps qui est que la jeunesse est le privilège d'une temporalité sauvage, improvisée. On verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Alors que la vieillesse se caractérise par une volonté d'une temporalité plus domestiquée, mieux maîtrisée. Alors le courage de vieillir, justement, ce serait cette acceptation finalement de l'indétermination. Tout peut arriver, même le pire, la maladie. Et on y va. Ici à Marseille, on dit droit au but. Nous, pauvres humains qui ne sommes pas des dieux du stade, nous, c'est droit au trou. Alors, pour entrer sur le registre de l'émotion, une question plus spécifiquement portant là-dessus, et peut-être qu'il faudra des réponses un peu plus brèves, je ne sais pas trop où on en est dans le temps, je regarde Federico avec un peu d'anxiété. J'aimerais vous proposer de parler d'un sentiment, celui de la honte. La honte qui accable beaucoup de personnes atteintes de maladies, peut-être aussi les personnes qui sont dans le 3e âge. Est-ce que ça vous semble exact? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait en être la cause? La honte liée à la maladie neurodégénérative, quand on pense à ce qu'est la fin de vie avec la perte de la parole, d'une certaine de la conscience, en étant dans un univers parfois parallèle, voire de la propreté, je crois que la perte de dignité est évidente sur ces thématiques-là. Mais même à un stade antérieur, on peut aussi ressentir une honte d'être victime d'une maladie neurodégénérative par la perte des entités, j'évoquais tout à l'heure, par la perte de l'identité sociale, familiale, professionnelle, et le regard des autres sur le malade neurodégénératif, parce que le stéréotype lié à la maladie neurodégénérative, qui souvent est un stéréotype qui a à voir aussi avec la folie, fait qu'il y a de quoi ressentir une certaine honte. Cette honte liée à la maladie neurodégénérative, elle est encore amplifiée parce que le malade va souvent être oublié là où la personne âgée est courtisée par les hommes politiques parce que c'est un électorat sensible, elle est courtisée par les annonceurs parce que le senior est un consommateur réputé aisé. Le malade neurodégénératif n'a rien de ça, il est courtisé par personne et il est au contraire complètement oublié.
Le malade neurodégénératif aussi, il y a de quoi ressentir une certaine honte. Il a une parole qui est dévalorisée, justement, par le stéréotype de ce qu'est la perception de la maladie neurodégénérative. Et cette parole est dévalorisée. Alors, même si parfois le malade peut se retrouver dans un univers parallèle avec une altération de la réalité, de sa perception de la réalité, c'est inévitable. Encore est-il que sa parole est nue. Et sa parole est directe, parfois violente, mais elle est directe. Et là encore, sa parole va être dévalorisée parce que trop violente, parce que trop nue, et elle va être marginalisée, voire parfois une parole qui va être confisquée par l'entourage, par la structure dans laquelle il est, par des tiers. Donc là encore, une perte de dignité. Et puis, je dirais même jusqu'à dire que le malade, et c'est aussi une forme de perte de dignité et de quoi ressentir une certaine honte, même dans la relation avec le professionnel de santé, parfois n'est pas écouté, où le professionnel va interroger directement l'accompagnant, la famille, plus que de prendre le temps. Je dis prendre le temps parce que c'est très difficile, et je sais à quel point les professionnels de santé ont des contraintes horaires, de rythme, enfin ça c'est un autre débat, mais enfin qu'on a tous tristement en mémoire, c'est une vraie problématique. Pas le temps d'entendre le malade avec ce malade qui parfois voudrait être beaucoup plus acteur tant qu'il peut l'être de son traitement, des choix qui sont faits. Et le malade se retrouve dans un malade souvent qui va être qualifié de bon malade, dans le malade patient, avec l'étymologie latine du patient, qui pâtit, donc qui se soumet, qui souffre, et non pas comme un malade acteur. Donc ces trois éléments font qu'on oublie le malade en tant que personne, et cet oubli même de la personne qui est le malade est une perte de dignité. Pierre, en allant droit au but. Je distinguerai quand même le sentiment de dignité qui peut être variable en fonction des épreuves que l'on rencontre dans sa vie. On peut connaître l'humiliation, la honte, le remords, la culpabilité. Mais la dignité ontologique, cette dignité consubstantielle à l'homme, elle, il faut quand même rappeler qu'elle ne se perd pas. Il ne faut pas revenir là-dessus. Personne ne peut perdre cette dignité qui lui est inhérente en tant qu'être humain, mais à nous, quand nous ne sommes pas malades, d'aider ceux qui se ressentent dans cette situation de perte de dignité à retrouver leur dignité à leurs propres yeux. On peut, par exemple, donner à manger à une personne âgée qui peut avoir le sentiment d'être retombée en enfance, on lui donne la cuillerée, on lui donne la béquille. Bon, elle peut avoir cette première représentation qui va susciter une honte, mais tout l'art du soignant va être d'inscrire cet acte dans une dynamique de soins marquée par des valeurs de douceur, de tendresse, d'humanité, qui fait que cet acte, qui paraîtrait honteux, recevoir la béquille, mais finalement, en s'inscrivant dans cette dynamique de soins, de proximité, d'affection, change de signification. Et puis, comme je suis philosophe, je dirais que depuis l'Antiquité, depuis les stoïciens, il y a quand même chez l'être humain cette capacité aussi à travailler sur ses représentations et se rendre indifférent ou détaché de ce que peuvent dire les autres. Nos opinions, elles sont appelées à disparaître. Et je me rappelle de Marc Aurèle qui disait « Songe souvent à la rapidité avec laquelle les événements passent. Bientôt, tout le monde t'aura oublié. » Donc, si vous êtes malade, vous avez une grave maladie, de toute façon, un jour, on vous oubliera. Et même si vous n'avez pas été malade, même si vous êtes mort de votre belle mort, comme on dit, de toute façon, nous avons tous le même destin. C'est que plus personne ne se rappellera de nous. Dans 100 ans, par exemple, nous serons tous oubliés. Et je crois que revoir les choses de manière un petit peu distancée, philosophique, panoramique,
Ça permet aussi de dédramatiser. Il n'y a pas que la honte, on peut réviser aussi les émotions négatives par des émotions positives, comme par exemple une certaine gratitude à l'égard de ce que l'on a vécu par le passé, ce que disaient les épicuriens. Le fait de se souvenir des bons moments que nous avons passés avec des amis, en famille. C'est une nostalgie, mais c'est une nostalgie douce. C'est encore un nouveau plaisir qu'on a de se rappeler des bons moments du passé. Voilà, je plaiderais pour une révision des émotions négatives par des émotions positives. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, pour l'un et l'autre, puisqu'on a quand même beaucoup parlé et de la maladie et de la vieillesse, sous l'angle de la dévalorisation, sous l'angle de la déchéance, de la mort, donc de manière assez négative. Pour conclure, comment est-ce qu'on peut envisager ces temps-là d'une manière plus favorable? Vous avez commencé à le faire, Pierre, je vous laisse conclure, et puis ensuite Catherine. Je voudrais ici dire quelques mots d'un avis du Comité national d'éthique qui peut paraître un petit peu sévère vis-à-vis de la vieillesse, un avis de 2018, mais qui porte à la connaissance du public des initiatives qui me paraissent devoir être encouragées. En particulier, je pense aux ateliers intergénérationnels, faire rencontrer les personnes âgées, avec ou sans maladie, avec des tout jeunes enfants. Il y a aussi des activités culturelles, artistiques à développer au sein des institutions. Puis il y a des efforts à faire sur le plan architectural. Un EHPAD n'est pas forcément un lieu gris, terne. Il y a plein de possibilités, je crois, de créativité qui restent encore à développer dans notre société. C'est un message d'espoir pour la maladie neurodégénérative. J'ai un petit peu plus de mal à voir l'espoir. C'est presque un oxymore de parler de maladie d'espoir et de maladie neurodégénérative. Des attentes peut-être. Des attentes, alors d'abord l'une très très concrète, c'est que par exemple le traitement qui pour certaines maladies, Alzheimer ou maladie à corps de Lévy, n'est pas remboursé, qui coûte quand même 1 000 € par an, eh bien le soit. C'est en cela qu'il y a une pétition qui circule par Lévy Body France pour que à nouveau, enfin, il y ait un remboursement, parce qu'actuellement la France, avec l'Albanie et l'Estonie, qui ne sont pas les pays qu'on mettrait en tête pour leur système de protection sociale, ne rembourse pas ces traitements. Je ne peux que vous inviter à signer cette pétition sur Twitter, LinkedIn, Facebook et autres. Elle a déjà 9000 signatures. Une deuxième attente concernerait les professionnels de santé. Que ce soit au niveau de leur formation initiale ou de leur formation continue, pour qu'ils appréhendent mieux toute la diversité des maladies neurodégénératives et la diversité aussi des stades de ces maladies, de façon à limiter le temps de latence entre les premiers symptômes et le diagnostic, qui sont un temps perdu en termes de traitement. Un temps aussi d'accompagnement psychologique beaucoup plus fort du malade et de son environnement dans ces maladies neurodégénératives, ce qui est essentiel. Je vais très vite parce que Frédérico est sur la... je sais qu'il faut... Merci Catherine. Je vais très vite. Mais aussi un travail peut-être de la part des professionnels en synergie. Actuellement, les professionnels travaillent en silo, sans communication entre le neurologue et le kiné, entre le kiné et l'ergothérapeute, lui-même avec le psychologue, avec l'orthophoniste. Ce fonctionnement en synergie serait véritablement aussi une espérance. Et puis, vis-à-vis des professionnels de santé, aussi le right to try américain, à savoir que le malade puisse avoir accès à ces risques, donc en toute connaissance de cause. Et là encore, je me situe toujours en amont par rapport à l'évolution de la maladie, avoir accès avant l'autorisation de mise sur le marché à des traitements qui sont en phase 3. Et ça paraît très important que certains malades qui le souhaitent, là encore, puissent en bénéficier. Troisième espérance, enfin non, pas espérance, justement, attente, c'est pas une espérance. Attente, ce serait une meilleure sensibilisation collective aux maladies neurodégénératives pour changer le regard sur les malades, pour avoir un débat sur l'accompagnement par rapport aux thématiques qu'on a précédemment évoquées.
Ce qui fait que ces 3 attentes, et j'en terminerai par là, font une nouvelle approche, et une nouvelle approche encore accrue par le fait que, et c'est un rapport de l'OMS de 2019 qui indique que d'ici 2030, le coût de la démence, j'entends bien que toutes les maladies neurodégénératives n'impliquent pas la démence, mais en tout cas, ce coût de la démence va être multiplié par 2. Donc bien évidemment, il va falloir absolument se poser la question de revoir la perception que la société a des maladies neurodégénératives. Donc juste en un mot, changeons notre regard sur les victimes de ces maladies neurodégénératives. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Pierre Lecause, Catherine Couroub. Merci beaucoup Vincent pour cette première séquence de grand débat fort complémentaire. Merci Pierre Lecause. Le ton est donné, je crois, pour ces 2 jours et vos propos, j'en suis certain, vont résonner tout au long de nos ateliers cet après-midi. Merci Catherine Courouble. Votre présence nous est particulièrement précieuse, vous le savez, et à l'Espace Éthique, nous avons à cœur de donner la parole aux premiers concernés, et vous le verrez tout au long de ces 2 jours.